Chloé Drieux, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la chaire Yves Oltramar, religion et politique dans le monde contemporain. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS au sein du Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, le CETOBAC. Vous avez largement travaillé sur l'histoire de l'Asie centrale dans l'entre-deux-guerres et sur les violences de masse dans la région. Vous vous êtes tout d'abord intéressé à l'Ouzbékistan durant l'entre-deux-guerres à partir du cinéma de fiction. Vous avez fait paraître un livre en 2013 sur le sujet, Fiction nationale, cinéma, empire et nation en Ouzbékistan. Et plus récemment, vous avez travaillé sur les conséquences de la Première Guerre mondiale en Asie centrale, et vous coordonnez notamment le projet Shatterzone, violence exterminatrice aux marges de l'Empire, le Caucase et l'Asie centrale au-delà de la Grande Guerre. Et vous travaillez aujourd'hui sur le tribunal ouïghour et la question des crimes contre l'humanité et du génocide à l'encontre des populations ouïghours et autres minorités turciques de la région autonome du Xinjiang ou Turkestan oriental. Alors tout d'abord, peut-être une question un peu générale. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur la région et sur les thématiques de nation et d'empire au début de vos recherches? Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Alors, comment j'ai travaillé sur l'Asie centrale? En fait, je me suis d'abord intéressée à la Russie. Et ça remonte quand même à mes études à la fac, durant lesquelles donc j'ai fait du russe dès la 6e. Et puis à la fac, j'ai eu un prof qui s'appelait Vladimir Kovalenko qui nous faisait un cours sur ce qu'il appelait la civilisation soviétique et avec un focus sur la période stalinienne et toute la violence stalinienne. Et lui-même, étant ukrainien, il intégrait dans ses cours l'histoire de sa grand-mère qui vivait elle-même au quotidien le stalinisme. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très étonnant dans ses cours où il réussissait à mêler l'histoire avec un grand H et l'histoire du quotidien de sa grand-mère. Et en fait, ce cours-là m'a énormément marqué, et donc j'ai voulu partir en Russie. Je suis partie en Russie pour faire un an d'études, je voulais vraiment apprendre le russe. Et puis, je pourrais pas dire tellement pourquoi je me suis arrêtée à l'Asie centrale. En fait, ce qui m'intéressait, c'était l'Iran, à vrai dire. Donc, je voulais plutôt travailler sur l'Iran et apprendre le persan. Et quand j'ai pensé à un travail de thèse sur le cinéma ouzbek, en fait, à l'origine, je voulais faire une comparaison entre le cinéma ouzbek, le cinéma tadjik et le cinéma iranien à la période, donc dans les années 20 et dans les années 30, parce que je trouvais que c'était un sujet très intéressant qui n'avait pas été traité. Et voilà, donc c'est un peu un ensemble de hasards, d'envie. Enfin, je pourrais pas expliquer très précisément pourquoi j'ai travaillé sur le cinéma ouzbek, si ce n'est qu'aussi avant de faire mon doctorat, j'ai fait un DEA, à l'époque ça s'appelait un DEA, sur le cinéma kazakh et ce qu'on appelle la nouvelle vague kazakh, donc toute une vague de cinéma à partir de la perestroïka, donc à la fin des années, milieu des années 80. Et le cinéma kazakh occupait vraiment le devant de la scène dans cette perestroïka parce que il s'attaquait à des problèmes qui avaient été jusqu'alors complètement niés et occultés, et notamment les questions de drogue et de déshérence en fait de la jeunesse. Et donc j'avais travaillé sur ce cinéma kazakh aussi parce que j'avais travaillé sur un film de Darejan Omirbayev. Donc il y avait un espèce de mélange entre une activité professionnelle cinématographique, enfin dans le cadre d'une production cinématographique, et puis aussi un travail de recherche. Et ce travail-là était assez déterminant parce que j'avais vu l'aventure soviétique, la fin de l'aventure soviétique par son cinéma. Et donc je me suis intéressée sur la façon dont l'aventure soviétique à travers son cinéma avait commencé en Asie centrale, et c'était l'Ouzbékistan en fait, puisqu'il y avait deux cinéastes ouzbeks qui avaient réalisé des films dans les années 30. Un qui est considéré comme le père fondateur du cinéma ouzbek, qui s'appelle Nabi Ganiev, et l'autre, Souleyman Krodjaïev, qui a fait un seul film sur les révoltes de 1916, donc j'imagine qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et ce film-là était vraiment très très étonnant,
sachant aussi que l'auteur a été, le film a été censuré et l'auteur a été emprisonné, envoyé en camp et fusillé en 1937. Donc il y avait une histoire très, très dure déjà du stalinisme en fait à travers son cinéma en Ouzbékistan, alors même que dans les autres républiques d'Asie centrale, avant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas d'élite cinématographique nationale. Elles sont nées après la Seconde Guerre mondiale, avec une petite exception qui est le Tadjikistan, mais voilà. Merci. Et peut-être pour continuer sur la question du cinéma et plus précisément du cinéma en Ouzbékistan, vous l'avez déjà un peu mentionné, mais en quoi le cinéma vous a paru être aussi un point d'entrée intéressant et riche pour aborder des questions politiques, sociales, économiques même, de l'Ouzbékistan soviétique. Et peut-être aussi, vous dites notamment que les films sont révélateurs d'un entre-deux entre une idéologie d'État et une capacité de résistance ou d'action de groupes sociaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus? Alors en fait, au début, j'ai pas compris que le cinéma était si intéressant, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'intuition, parce que quand on regarde donc l'histoire de l'Ouzbékistan, très précisément, le premier film de fiction, donc muet à l'époque, est créé en 1924, et 1924, c'est aussi la date de la délimitation des frontières et de la naissance de l'Ouzbékistan. Alors que 1937 était la date du premier film parlant, et la date des grandes purges staliniennes qui ont éliminé l'ensemble des élites ouzbèques sur lesquelles elles s'étaient fondées pour créer en fait le pouvoir soviétique dans la région, enfin pour asseoir le pouvoir soviétique dans la région. Donc je suis partie de ces deux bornes, 24 et 37. 37, donc ce premier film parlant qui s'appelle Le Serment est réalisé de nouveau par une équipe russe. Et les deux cinéastes ouzbeks dont je vous ai parlé, donc Nabiganiev et Souleyman Rodjaev, ont été soit fusillés, soit emprisonnés. Donc il me semblait qu'il y avait quelque chose qui se cristallisait de l'ordre de la reprise en main du discours cinématographique par le pouvoir central et par le pouvoir russo-soviétique, on va dire. Et donc voilà, c'est parti un petit peu de cette intuition-là. Et puis j'ai abordé donc le cinéma d'une façon très très large, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment le discours, donc par une analyse filmique très 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 fine. Et là, je me suis plutôt questionnée sur la représentation de la nation, les éléments symboliques qui étaient mobilisés. Et puis tout un travail d'histoire institutionnelle qui me semblait très important pour enserrer ce discours, et une histoire qui est donc institution et économique en fait. Et cela, enfin ce focus-là m'a permis de comprendre comment se remettaient en place, ou comment se mettaient en place des rapports de domination, et une domination centrale sur une périphérie, ce qui n'était pas clair du tout au début des années 20, où les élites qui se sont investies, les élites locales ouzbèques qui se sont investies dans le pouvoir soviétique, imaginaient avoir quand même une grande marge de manœuvre pour organiser leur État au niveau local, national, donc ouzbek, la culture, etc. Donc ça, c'était assez... je l'ai découvert vraiment au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure du travail, que le cinéma était une entrée dans une organisation politique et mobilisant aussi des éléments symboliques. Et le cinéma me permettait vraiment de travailler sur les rapports centre-périphérie de façon très très concrète. Et ça, c'était quand même une découverte un peu au fur et à mesure de la façon dont j'avançais. Dans votre livre, justement, vous parlez aussi du fait que le cinéma était aussi très important, considéré comme très important par le pouvoir soviétique lui-même. Il y a cette phrase célèbre de Lénine qui disait que c'était sûrement le plus important de tous les arts, et qui a été utilisé pour principalement deux raisons, il semblerait, c'est-à-dire pour créer une identité prolétaire dans les périphéries, et pour une position anti-religieuse, et de tenter de créer une identité athée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi sur ces deux aspects? Oui. En fait, je crois que ce qui est important aussi, c'est que c'est pas... enfin, on a souvent l'image que la modernisation vient du centre, vient de Moscou, des discours Lénine, Staline, et puis même Trotsky, qui ont aussi travaillé, enfin, qui ont des discours sur l'importance du cinéma
pour la modernisation de la société, mais aussi pour les rentes économiques. Ça, c'est Trotsky qui le dit au tout début, et après ça a été repris par Staline. Ce qui est, à mon avis, très très important de comprendre, c'est que les élites locales ont déjà leur propre avis avant même que Lénine fasse ce type de discours ou de déclaration. Et que déjà, au début des années 10, on considère que le cinéma, donc ça c'est les élites locales réformistes, considèrent que le cinéma peut être un moyen de modernisation des sociétés, comme le théâtre en fait. Le cinéma est vraiment vu comme une continuité du théâtre, où en fait la société va se retrouver pour des pièces satiriques face à ses défauts et mise... face à sa propre image et face à une critique d'elle-même. Donc le cinéma s'inscrit vraiment dans ce contexte-là, dans cette continuité-là, et les élites, et notamment Feyzullah Hoxhayev, qui est quelqu'un de très très important pour l'Ouzbékistan, qui va être fusillé en 1937, qui est d'origine boukhare, et celui qui va inviter dans les années 20 des Russes à venir en Asie centrale, à Boukhara, pour créer des films. Parce que, effectivement, il n'y a pas la main-d'œuvre, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas le savoir cinématographique, puisque c'est un art qui est très très récent. Mais la volonté première d'utiliser le cinéma à des fins de modernisation politique, critique ou autocritique, elle vient vraiment de ces élites locales. Et elle rencontre, en fait, il y a une histoire quand même de rencontre entre une vision et une trajectoire nationale, locale, ouzbek, et un discours centrale, Lénine et puis Staline. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, me semble-t-il, à percevoir. Et peut-être la question aussi évidemment du financement, parce que c'est une industrie qui coûte excessivement cher et que le centre pourvoit aussi à des finances pour le cinéma. Merci. Je suis pas sûre d'avoir répondu à la deuxième partie de votre question, en fait, à vrai dire. La deuxième partie, plus donc sur le côté anti-religieux et Oui, prolétaire. Anti-religieux. Donc, Oui, bien sûr. je réponds. Donc la question anti-religieuse, entre autres, est traitée par le cinéma, et là aussi, c'est dans la continuité d'écrits anti-religieux, et notamment de lutte contre Khurafat, enfin les superstitions, comment dire, la littérature et le théâtre djadid, donc des réformistes musulmans, ont déjà critiqué les mollahs, comment dire, leur caractère avare, intéressé, enfin bon, il y a déjà toute une critique. Donc le cinéma s'inscrit aussi, et les films anti-religieux qui sont produits dans les années 30 s'inscrivent aussi dans cette continuité. Et c'est vrai qu'un certain nombre de films a été produit pour venir en appui de cette lutte anti-religieuse en Asie centrale, qui a commencé alors déjà dans les années 20, mais au cinéma surtout dans les années 30, et qui a donné qui a donné naissance à des films qui sont vraiment vraiment géniaux, notamment un qui s'appelle La fille de Lishan, qu'on avait montré dans le cadre d'un festival, donc le festival des 3 continents de Nantes, et on avait organisé un ensemble de ciné-concerts, donc 3 films dont celui-là, et avec des musiciens traditionnels. Et les musiciens traditionnels s'étaient vraiment amusés à travailler sur ce film, parce qu'il y avait absolument tout le cliché de ces mots-là très, très gras, intéressés par les femmes. Enfin, il y avait une façon de dépeindre la religion, la superstition et l'emprise de ces superstitions sur les populations, qui était très fine et très drôle aussi. Donc c'est un film, La fiancée de Lishan, qui est très réussi, et qui a été réalisé par un Russe. Ce qui veut dire aussi que c'est pas parce qu'on a des réalisateurs russes qui viennent en Asie centrale réaliser des films que les films réalisés sont complètement exogènes ou complètement extérieurs à la société. C'était un film qui, me semble-t-il, a été très bien réussi, dans le sens où il y a une collaboration des élites, entre des élites extérieures qui viennent avec un savoir, donc russe, et les élites locales qui veulent utiliser le cinéma à des fins de modernisation plus que de propagande, en fait. Donc cet aspect de modernisation, on pourrait dire un point de convergence entre les intérêts de l'État central et les élites nationales.
Mais est-ce qu'il y avait aussi des points de divergence, et notamment, on peut penser avec le durcissement du régime et des volontés de propagande plus dures de la part de l'État central soviétique. À quel moment ça a commencé et comment ça s'est produit? Alors en fait, la question de crispation politique, je pourrais dire, ce serait vraiment le début au cinéma, hein, le début des années 30. Donc avec ce film qui s'appelle Avant l'aurore de Souleymane Khodjaïev sur les révoltes de 1916. Et donc qui a été fait normalement pour une sortie en 1936, donc pour fêter le 20e anniversaire des révoltes de 1916, et qui a été un film qui a été considéré par les autorités comme beaucoup trop nationaliste, où le cinéaste a complètement n'a pas réussi à mettre en lumière ce que le pouvoir appelle la solidarité prolétarienne entre des paysans ouzbeks et le monde du ouvrier russe. Et en fait, là, on peut lire vraiment les questions, des questions très fines de résistance à partir de la narration cinématographique. Et effectivement, ces révoltes de 1916 sont pensées par le cinéaste comme étant le produit d'une lutte des populations indigènes contre un oppresseur à l'époque impérial russe, mais qui très vite peut être compris comme un oppresseur soviétique. Donc il y avait aussi une possibilité de double langage dans ce film-là, en tout cas de double réception, parce que la réception de la résistance, elle se fait par rapport à un public qui va projeter aussi un sens sur le film qui est vu. Donc le début de la résistance au cinéma, je pense que c'est ce film-là, donc 32, 33, 34. Et puis le film, le premier film parlant, donc qui s'appelle Le Serment, qui est produit en 37. Là, il faut vraiment regarder le contexte de production qui a été excessivement désagréable, avec des tentatives des studios de considérer que les rushs étaient déjà des archives, pardon, de mettre ces rushs aux archives pour pas que le film puisse voir le jour. Des lettres d'insultes que l'on a trouvées, enfin que j'ai trouvées dans les archives ouzbèques. Enfin, on sent des studios qui ont brûlé, notamment l'appareil d'équipement sonore, de production sonore du film a été brûlé dans un incendie qui a été considéré comme accidentel. Mais vu le contexte tellement tendu, bon, effectivement, c'est quelque chose qui pose question. On n'a pas de réponse de savoir si c'est accidentel ou si ça a été un incendie volontaire. En tout cas, le film a été vraiment très très dur à tourner. Et c'est un film totalitaire dans son expression même, où en fait les natifs, les Ouzbeks, sont complètement dépossédés de la possibilité de se représenter eux-mêmes au cinéma. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut lire la résistance. C'est pas forcément un film qui appelle à l'émeute, mais il faut vraiment suivre tout le contexte de production pour comprendre comment cette résistance se met en place. En tout cas pour ce film, et puis pour le film Avant l'aurore, je crois qu'on peut voir, et d'autres en fait, il faut vraiment faire une analyse filmique très très fine des plans, des images, de la mise en relation des plans eux-mêmes, pour comprendre cette résistance au cinéma. Plus le public aussi, qui est aussi un élément de cette résistance dans la perception qu'il a, ou qu'il n'a pas du discours, ou de l'interprétation qu'il se fait du film qu'il est en train de voir. Merci. Est-ce qu'il y a quand même un moment où cette résistance, d'une certaine manière cachée dans le narratif des films, devient tout simplement impossible à la fin des années 30, et vous avez mentionné notamment le fait qu'un des deux réalisateurs nationaux d'Ouzbékistan a été fusillé. Est-ce qu'il y a eu une forme le cinéma national a dû se taire complètement pendant un moment, et si oui, jusqu'à quand? En fait, oui, c'est-à-dire pour museler complètement un cinéaste, c'est la prison ou la mort, en fait. Je crois que ce qui est compliqué et ce qui est super intéressant avec le film, c'est que c'est pas un objet que l'on maîtrise jusqu'au bout, et que le cinéaste a un discours et construit son film, mais c'est aussi une production collective. Donc en fait, il y a un sens qui va dépasser ce que l'auteur a voulu mettre.
et la question de la réception, elle est aussi très importante parce que le public projette un sens aussi sur ce qu'il voit. Et c'est très difficile de contrôler ça pour le pouvoir. Et donc, un des moyens de contrôle, c'est de faire taire les cinéastes. Et donc, Nabiganiev a aussi été emprisonné entre 37 et 38, je crois. Non, entre 36 et 37-38. Et après, il est ressorti de prison. Donc, pendant un temps, il ne pouvait plus réaliser. Donc ça, c'est vraiment mettre fin à une résistance cinématographique. C'est un peu la prison ou la mort, pour être un peu radical. Et alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas été tué lui aussi? Et je suis quasiment persuadée, mais je peux pas le prouver, qu'il y a eu un calcul, en fait, des autorités politiques où le cinéma est nécessaire à, comment dire, à créer une adhésion de l'opinion publique, et que des deux, entre Souleymane Rodjaev et Nabiganiev, il y en a un qui est moins bon et qui est probablement plus malléable, et c'est Nabiganiev, et c'est lui qui va être sorti de prison et probablement utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, où le cinéma est aussi un moyen de mobilisation des troupes très très important. Et donc la production cinématographique va renaître à ce moment-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle ne renaît pas en Ouzbékistan, elle va naître vraiment au Kazakhstan. Et probablement, donc il y a toute une phase de délocalisation des studios d'Odessa, de Leningrad et de Moscou vers l'Asie centrale, notamment face à l'arrivée des troupes allemandes. Donc c'est dire aussi à quel point le cinéma est un outil important de mobilisation des populations à des fins de guerre, de mobilisation idéologique. Donc ces cinémas sont déplacés, mais pas en Ouzbékistan. Et je pense qu'aussi il y a eu un calcul du pouvoir de ne pas choisir l'Ouzbékistan parce que ça a été une terre de résistance en quelque sorte cinématographique, et de les déplacer, donc notamment au Kazakhstan. Et c'est là où Eisenstein a fait un certain nombre de très grands films. Ivan le Terrible, je crois, la deuxième partie d'Ivan le Terrible, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui signifie aussi une reprise en main complète du pouvoir central sur le cinéma, avec un travail en tandem notamment, où les films qui vont être produits pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout après vont par exemple être co-scénarisés, c'est-à-dire que les scénarios vont être écrits par un Ouzbek et un Russe. Donc le Russe qui va être présent dans l'écriture du scénario est aussi un garant de l'idéologie qui va être transmise par le scénario. Donc la résistance, voilà, elle s'arrête un moment, sachant qu'elle va changer de forme, et que notamment à la fin des années 40, les cinéastes ouzbeks, il y a toute une nouvelle génération qui se met en place de cinéastes ouzbeks, notamment pour l'Ouzbékistan que je connais mieux, va commencer à faire des films sur des grands héros du 14, 15e, 16e siècle, qui sont plus des héros en quelque sorte compliqués parce qu'ils vont pouvoir, ils vont éviter de parler de la réalité quotidienne étant trop dangereuse, puisque un certain nombre de cinéastes ont été réprimés dans les années 30. Ces cinéastes des années 40 et 50 en Ouzbékistan vont s'intéresser donc à des grandes figures qui sont nettement moins problématiques, qui participent de la création d'un grand héritage culturel, et qui vont être le terreau d'un nationalisme culturel qui ensuite va pouvoir servir un nationalisme politique. Donc c'est comme ça que peut-être on peut relire une forme de résistance. Je suis pas si dans les années 40-50 le terme résistance est juste, mais plutôt de renaissance d'un nationalisme culturel, plus que politique, qui ne peut pas s'exprimer. Merci. Pour revenir peut-être sur une notion qui semble être au centre de vos travaux, c'est celle d'empire, que vous considérez aussi même comme un concept. Vous citez notamment les travaux de Frédéric Cooper et Jane Bobank, mais aussi d'Alexander Mothill ou encore de Maurice Duverger sur la question de l'Empire. Et donc pourquoi, selon vous, ce concept permet d'éclairer ce que fut l'État soviétique, et est-il à différencier des empires coloniaux auxquels on peut aussi penser en parlant d'empires européens et capitalistes?
Ouais, alors c'est une question un peu difficile pour moi de répondre comme ça, avec énormément de détails. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, j'ai tout un chapitre dans mon livre sur cette question vraiment d'empire, où j'ai essayé de, 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 comment dire, de comprendre l'empire comme une formation politique, enfin d'utiliser le terme d'empire et le concept d'empire comme décrivant une formation politique particulière qui n'est pas une confédération, qui n'est pas une fédération et qui n'est pas un État-nation. Et j'ai senti que pour essayer de comprendre ce qu'était l'URSS à un moment dans son rapport centre-périphérie, le terme d'empire était juste. Et qu'il fallait aussi le dédramatiser en quelque sorte et arrêter de penser que l'empire est quelque chose de forcément négatif, voué à une perte imminente, etc. Donc ça, j'ai essayé effectivement de travailler assez finement. Alors je préfère vous renvoyer plutôt à ce que j'ai écrit parce que là, c'est déjà un petit peu loin. Mais il m'a semblé que c'était vraiment très très important et que la question de la colonialité aussi était quelque chose d'important. Parce que il semble compliqué de parler d'empire colonial pour l'Asie centrale. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble. Je pense que c'est difficile parce qu'en fait, des élites locales participent à la mise en place du pouvoir et participent au pouvoir, comme les Russes sont aussi victimes de leur propre système de répression. Donc la colonialité, elle peut sans doute se retrouver si on se focalise par exemple sur une histoire économique dans certains domaines. Si on fait une histoire politique et notamment des services de sécurité, c'est-à-dire de la police politique, du ministère de l'Intérieur, là probablement qu'on peut avoir une lecture coloniale parce que ces instances de coercition, en fait, sont tenues par des Russes ou par un personnel qui est appointé par le centre. Mais quand on fait une histoire des instances de régulation, donc des ministères un peu positifs, enfin l'équivalent de ministères positifs de type culture, éducation, là, la lecture coloniale, elle est plus compliquée, elle est plus compliquée à faire. Et là aussi, elle est politique, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'Ouzbeks vont dire, bon, on a été colonisé par l'URSS, enfin, je trouve que c'est pas le cas, mais probablement que ça n'a pas été suffisamment analysé, un peu à plat, quoi, et prouvé. Donc j'avais essayé de le faire, et puis après je suis passée aussi un peu à autre chose. Mais enfin c'est quand même quelque chose qui reste en mémoire. Parce que c'est un État totalitaire aussi, et que l'URSS, en tout cas entre 37 et probablement 53, est un État totalitaire et que ça absorbe ou ça subsume en quelque sorte la question coloniale. Et quand on fait une comparaison entre l'Asie centrale vraiment coloniale à la fin de la période impériale russe, donc jusqu'en 17, et l'Asie centrale à la période soviétique, c'est pas du tout la même chose. Donc ces deux périodes sont évidemment très intéressantes pour discuter de la question coloniale. Qui doit encore être discutée plus en avant. Comme la question totalitaire, je pense que c'est important de la remettre un peu à l'ordre du jour en la dépolitisant aussi. Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cette question du totalitarisme, en fait. Donc, empire-colonie, enfin, empire colonial, empire non colonial, totalitarisme, je crois que ce sont vraiment des concepts à réfléchir, à repenser et à dépolitiser, à dédramatiser si on peut le faire. Je vais rebondir sur un des points que vous avez évoqué, c'est la différence que vous voyez entre l'Empire russe et l'URSS. Dans le cas de l'Ouzbékistan et des républiques soviétiques d'Asie centrale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces différences? Quelles sont ces différences-là? Alors, en fait, bon, il n'y a pas d'Ouzbékistan avant 1924, et à l'époque impériale russe, on parle de Turkestan russe. En fait, il y a un certain nombre soit de protectorats qui sont le Boukhara et Khiva, et puis des régions, en fait, province du Turkestan, qui est une province coloniale, qui va être dirigée par, en fait,
qui est subordonné aux militaires, enfin, qui est dirigé par un gouverneur qui a le rang de général. Donc c'est une administration militaire civile, c'est-à-dire que c'est un pouvoir militaire qui va gérer des questions civiles, et qui, en fait, dans son fonctionnement, va mettre en œuvre ses politiques selon une modalité de non-ingérence. Et en fait, on se rend compte que finalement, les populations locales, par leur administration indigène, vont être suffisamment libres d'un certain nombre de leurs mouvements. Donc c'est déjà cette différence-là que je vois, où on a une séparation entre une administration militaire pour les échelons intermédiaires et supérieurs, et une administration indigène pour l'échelon local. Et l'administration indigène, finalement, elle est assez libre de la façon dont elle fonctionne. Donc ça, je pense que et c'est un système colonial, en fait, mais de délégation d'un certain nombre de pouvoirs. Et notamment, il y a une question que je me pose et à laquelle j'ai absolument pas de réponse, et pour l'instant sur laquelle on travaille pas du tout, c'est la question du maintien de l'ordre. C'est-à-dire, comment le maintien de l'ordre, et ça, c'est l'administration indigène qui a, pour le Turkestan, ce qu'on avait fait un sédentaire, c'est Djigit, c'est-à-dire ces hommes de main, ces hommes qui vont être chargés de gérer, en fait, les désordres, et faire du maintien de l'ordre. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Maintenir l'ordre colonial, qui parle de cette façon de maintenir l'ordre colonial dans des empires coloniaux. Alors c'est plutôt français, mais on n'a pas du tout l'équivalent, par exemple, pour ce qui se passe en Asie centrale, et ça c'est vraiment très dommage. Alors, en comparaison avec le pouvoir soviétique, il y a des milices aussi, ouzbèques, il y a des hommes politiques ouzbèques, il y a toute une élite politique qui va naître et qui va participer du pouvoir, et qui va aussi, pour la culture, puisque c'est ce que j'ai analysé davantage, considérer que faire partie d'un grand État URSS, c'est normal, et ça répond aussi à une rationalité économique, d'économie d'échelle, de mise en commun d'un certain nombre de gestions, notamment au plan économique ou au plan culturel. Et que, en fait, si on lit ça au niveau cinématographique, et si on fait une histoire institutionnelle du cinéma, on se rend compte que dans les années 20 et jusqu'au milieu des années 30, en fait, c'est normal, les élites locales ouzbèques considèrent que c'est normal qu'il y ait des instances centrales pour gérer d'un point de vue général le cinéma, et que ce qu'elles demandent, c'est un droit de veto, en fait, au sein de ces institutions centrales, ce qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant de voir qu'en fait, on a une dynamique complètement différente de perception de l'État et de la modernité de l'État, où des élites locales ouzbèques vont considérer que c'est normal de faire partie d'une grande fédération si on a un pouvoir de veto et un pouvoir des leviers d'action sur la politique centrale. Or, la politique centrale a depuis le début une vision très assimilatrice des périphéries qui doivent se soumettre. Et ça, on le voit très bien dans des échanges entre Staline et Lénine. Je crois que c'est une lettre de 1922 que j'avais utilisée dans le travail, qui dit mais les périphéries doivent nécessairement se soumettre au centre. Et ça, les élites locales, n'ont pas forcément la perception de quelles sont les intentions du centre sur les périphéries. Voilà, donc j'ai pas complètement répondu à votre question, je pense, mais je crois que je l'ai abordé par la façon dont le pouvoir peut fonctionner, et sur ces perceptions de pouvoir et de force de l'État aussi, qui est importante. Et les élites locales le disent souvent, sans le russe, elles sont rien. C'est-à-dire que de parler russe, ça veut dire un accès à la littérature, déjà toute la culture russe et la littérature russe qui est énorme, et puis un accès aussi à des travaux qui sont publiés en russe. Donc c'est pas forcément anti-russe. Il n'y a pas toujours très précisément d'une résistance anti-russe, c'est une résistance contre un mode de gouvernement qui va être orchestré par un certain nombre d'élites centrales. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu par déviation. Non, c'est très bien. Et pour rester dans le même thème,
Dans l'un de vos articles, vous parlez de transition d'un monde colonial à un cycle de domination impériale, dans le cas de l'Ouzbékistan en particulier. Et vous dites que c'est rarement analysé comme une forme de décolonisation. J'ai deux questions. C'est pourquoi est-ce que vous croyez que c'est rarement analysé comme une forme de décolonisation et quelle importance est-ce que cela revêt? Et la seconde question, ce serait, est-ce que vous pourriez nous décrire ce processus de domination, ce processus de décolonisation, puis d'impérialisation? Alors, c'est encore une question un petit peu difficile. Enfin, je pense que quand on parle de décolonisation, on parle des années 50, on parle des années 60, et qu'on a en référence peut-être davantage notre propre histoire, donc l'histoire de l'Empire français et de toute la décolonisation africaine. C'est vrai que j'ai toujours un peu envie de militer pour ma paroisse, et je trouve que c'est très intéressant de considérer que 17 est un moment décolonial, en fait, de décolonisation, et que la révolution de février, notamment pas octobre, mais vraiment la révolution de février, marque la fin du régime colonial en Asie centrale. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que c'est un accès à la citoyenneté complète. Il n'y a plus de citoyens de seconde zone. Ce que propose, ce qu'organise le système colonial, en fait, avec une différenciation entre des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Et pour continuer sur cette question, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les indigènes vivant au Turkestan, donc les Turkestanais, sont considérés comme des allogènes, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de population qui s'appelle Inorodsi, qui est très spécifique à ces populations, donc allogènes ou indigènes, dans l'organisation, l'organisation politique russe à l'époque. Et que février 17, c'est la fin de ce statut-là, où à partir de février 17, il n'y a plus d'empire colonial, il y a une grande région russe qui considère tous les habitants comme des citoyens à part entière. Donc c'est ça, à mon avis, la question de la décolonisation, elle est très très importante, sachant que elle est sur le papier, en théorie, elle n'existe pas très longtemps, et elle n'existe pas en pratique. C'est-à-dire que toutes ces élites locales turkestanaises qui considèrent que la révolution de février est un moment absolument génial et un moment d'entrée en politique pour elles, va se révéler sur le terrain très très compliqué, notamment parce que les soviets et l'organisation des soviets va être investie par des populations coloniales, des colons de peuplement, qui eux vont continuer à avoir une vision excessivement néocoloniale de l'administration et du pouvoir, et que c'est absolument hors de question pour elles de pouvoir laisser à des musulmans ou à des élites turkestanaises un once de pouvoir. Donc ça, voilà en quoi la question de la décolonisation est très importante. La pratique ne se retrouve pas dans ces politiques de décolonisation, juste après la révolution de février puis la révolution d'octobre. Et c'est à partir de 1924 où de nouveau, et d'une commission turkestanaise qui est aussi commanditée par Lénine pour faire le point sur ce qui se passe dans la région, et qui va aussi avoir un discours anticolonial très fort, que les élites perçoivent et qui est important. Donc la construction des États-nations dans les années 20 est perçue aussi comme un processus de décolonisation, avec donc États et nations qui sont créés, si je peux m'exprimer ainsi. Et on voit bien que, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette lettre entre Staline et Lénine, que de nouveau cette domination centrale sur la périphérie témoigne d'une réimpérialisation, dans le sens où les périphéries ne vont plus avoir tellement d'autonomie, et ça c'est très vrai à partir de la fin des années 30, où il n'y a plus d'autonomie de la périphérie. Mais c'est pas un processus colonial, c'est un autre processus.
voilà, en fait, je l'ai décrit aussi par rapport à ce que j'ai dit, enfin, au cinéma et aux conceptions de l'État moderne, mais qui me semble pas être de nature coloniale. Dans un de vos textes, vous utilisez la définition d'empire en insistant sur la dynamique de construction et d'expansion de l'empire qui s'articule autour d'un peuple impérial conscient d'assumer une forme de mission. Et est-ce qu'on pourrait lier ça aux accusations portées par l'État russe à l'encontre de l'Ukraine pour légitimer son invasion? Oui, alors bon, je suis pas compétente vraiment sur l'Ukraine, mais c'est vrai que ce discours, enfin, on a l'impression de retrouver le discours grand russe où les Ukrainiens n'existent pas du tout en tant que nation et sont simplement un satellite, comme la Biélorussie, mais la Biélorussie effectivement est un satellite de la Russie. Ce discours est très, très, très présent effectivement. Je renvoie plutôt à d'autres chercheurs beaucoup plus compétents que moi sur la question de l'Ukraine. Ceci dit, la question du génocide, elle est intéressante. Enfin, je ne sais pas si on... Holodomor? Non, la question... en fait, j'ai écouté l'ensemble des plaidoiries de la délégation ukrainienne à la Cour internationale de justice qui demandait donc des mesures, une série de mesures conservatoires et notamment l'arrêt de l'invasion par la Russie. C'est intéressant de voir comment le génocide a été mobilisé par Poutine pour l'invasion de l'Ukraine, et qui est une notion qui est totalement infondée, puisque ce sont des allégations de génocide des Ukrainiens sur les populations du Donbass. Mais c'est ce qui a justifié l'invasion, et ça, j'ai trouvé que enfin, ça faisait évidemment écho à mes recherches sur ces questions de génocide et là d'instrumentalisation politique du génocide. Et donc j'avais commencé à essayer de faire un peu l'archéologie de l'utilisation du terme de génocide, qui en fait remonte déjà à 2014. Et si mes souvenirs sont bons, pour la Géorgie, des allégations de génocide avaient déjà été portées par la Russie pour envahir la Géorgie. Donc c'est un espèce de leitmotiv finalement qui semble revenir de façon très récurrente. Et pour l'Ukraine dès 2014, en fait, c'est un motif qui a été mobilisé pour signifier, probablement peut-être pour préparer l'opinion publique à la nécessité d'envahir à un moment ou un autre l'Ukraine et le Donbass. Vous l'avez déjà mentionné auparavant, 1916 c'est un moment très important, un point de rupture pour la région. Et puis il se situe aussi pendant la période de la Grande Guerre. En quoi la chronologie particulière à cette région permet aussi de revoir les connaissances qu'on a sur la Grande Guerre et sur son caractère mondial, et en quoi les dynamiques qui ont eu lieu ont été propres à cette région plutôt qu'à la Grande Guerre étudiée comme on l'étudie d'habitude? En fait, c'est toujours intéressant d'analyser la Grande Guerre ailleurs pour décentrer le regard et pour éviter de se focaliser sur une Grande Guerre qui fait 14-18, comme on a l'habitude de le faire, parce que c'est notre histoire propre et que bon, c'est pas forcément à remettre en cause, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres régions pour considérer que la Grande Guerre ne s'arrête pas à 14-18. Il y a déjà énormément de recherches là-dessus, je suis pas du tout pionnière sur ces questions. Ce qui m'a semblé vraiment très intéressant, c'est de voir que 1916, c'est un moment de rupture de ce que Keith Jeffrey appelait la globalisation impériale. Parce qu'en fait, en 1916, il n'y a pas que l'Asie centrale qui se révolte. Il y a l'Algérie, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a l'Irlande, il y a l'Afrique équatoriale française, si je ne me trompe pas. Enfin, en fait, on a l'impression qu'en 1916, le monde colonial et le monde impérial craquent. Et pour l'Asie centrale, en fait, ce qui semble être l'interprétation majeure, c'est que les États, et ça doit être généralisable à d'autres régions, les États ont beaucoup trop, ponctionné les régions de leur empire en ressources et en hommes. Et on sent que ce moment, il y a vraiment un moment de craquement, mais qui n'est pas spécifique à l'Asie centrale, qui est vraiment
plus générale aux empires coloniaux. Et donc je me suis focalisée effectivement, c'est suite à un film en fait, il y a toujours une espèce de fil conducteur dans l'évolution de mes recherches qui peut paraître assez étrange parce que je passe un peu d'un moment à un autre. Mais donc quand j'ai analysé ce film Avant l'aurore 1916, sur 1916, c'était vraiment un moment très intense parce que des fois on est face à un événement, et pour le tribunal ouïghour, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, c'est qu'on n'explique pas pourquoi, mais on a la sensation que c'est quelque chose de très important. Et effectivement, le destin de ce réalisateur sur 1916 était aussi très poignant, et c'est son seul long métrage. Et donc on voit on a l'impression qu'il a tout mis dans ce film-là. Et qu'il a fait aussi un travail d'historien, parce qu'il a été dans les archives, il a collecté des témoignages, enfin il y a tout un travail sur 1916. Donc je me suis retrouvée à travailler sur 1916, et de fil en aiguille, en quelque sorte, à démonter cet événement 1916 qui avait été monté aussi à l'époque soviétique comme un grand moment anticolonial, mais que l'anticolonialité commençait à poser problème dans les années 30 parce que le discours était beaucoup trop ambigu. Est-ce qu'on est contre l'Empire russe ou est-ce qu'on est contre finalement, disons, faire un film sur un événement anticolonial? Est-ce que c'est pas critiquer la façon dont l'URSS et Staline construit le pouvoir dans les périphéries? Donc ça devenait le double langage devenait beaucoup trop, ou la double réception devenait beaucoup trop difficile. Et donc j'ai travaillé sur 1916 et j'ai essayé de démonter en fait en quelque sorte l'événement. Et maintenant la question que je me pose, c'est surtout pourquoi est-ce qu'en 1916 on ne se révolte pas? Parce que quand on fait une espèce de cartographie très fine des révoltes, finalement on se rend compte que la majeure partie de l'Asie centrale ne se révolte pas en 1916. Or ça a été monté comme un événement à l'époque stalinienne et post-stalinienne. Donc voilà un peu le cheminement aussi de cette recherche. Et c'est vrai qu'il y a un moment, en 1916, je savais plus tellement quoi en faire parce que j'avais été aussi, j'avais eu l'impression d'être prisonnière de concepts historiographiques stalinien en fait. Et c'est ce qu'on voit donc pour 1916, c'est ce qu'on peut voir aussi pour ce qu'on appelle le mouvement basmatchi, qui est un mouvement anti-soviétique dans les années 20, qui sont des catégories historiques fondées à l'époque stalinienne, sur lesquelles on continue de travailler, donc 1916 ou le mouvement basmatchi, sans les remettre en cause. Et enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est problématique, mais qui nécessite du temps pour comprendre aussi à quel point on peut être manipulé nous-mêmes, historiens, actuellement, avec des questions qui ont été forgées donc à l'époque stalinienne et qu'on ne remet pas en cause complètement. La remise en cause de ces objets historiques est vraiment fondamentale. Donc là encore, je crois que je n'ai pas totalement répondu à votre question, mais je vous remercie de l'avoir posée. Non, c'est sur les questions de chronologie, peut-être. Ouais, non, mais vous avez répondu. En fait, faut casser. Enfin, je pense qu'il faut casser les chronologies, il faut casser les objets, il faut casser les séquences. Voilà, faut casser les concepts, faut un peu tout casser. Après, c'est difficile de reconstruire aussi derrière, en fait. Merci. Maintenant, on aimerait bien vous parler de notre dernier thème. C'est la question du tribunal ouïghour. Tout d'abord, peut-être pourriez-vous nous parler nous expliquer comment vous en êtes venu à vous intéresser aux populations ouïghours et au tribunal, et la place d'une historienne dans ce contexte. Oui, alors en fait, je suis tombée par hasard sur ce tribunal ouïghour. J'avais entendu parler des crimes commis en région ouïghour, mais j'avais une vision très très fragmentée en fait de ce qui se passait. Et je pense qu'avant le tribunal ouïghour, on avait une vision très fragmentée de ce qui pouvait se passer et qu'on ne prenait pas la mesure de la totalité du crime et du crime de génocide qui a donc été reconnu par le tribunal ouïghour, donc vraiment dans toute sa mesure. Et donc je suis tombée complètement par hasard sur ce tribunal ouïghour.
sur Twitter, en fait, il y a un tweet que j'ai lu et je voyais tribunal ouïghour et j'ai vu qu'était en cours l'audition de la première témoin qui donc s'appelle Kilbinour Sidi, qui est d'origine ouzbek et qui a été enseignante de force dans un centre de rééducation, dans un camp de rééducation, et qui expliquait les conditions de travail qui étaient absolument hallucinantes d'horreur. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très familier parce qu'elle était ouïghour, que j'ai vécu très longtemps en Asie centrale, en Ouzbékistan, que je sentais une sorte de familiarité assez intense avec la langue qui était employée parce qu'elle s'exprimait en ouïghour et elle était traduite, les postures de corps, la façon dont elle s'exprimait. Enfin, j'avais l'impression de voir des femmes que j'avais côtoyées de façon quand même très, très proche et très intime pendant mon séjour long en Asie centrale. Donc j'ai été complètement saisie par ça, donc un sentiment de familiarité. Il y a eu un saisissement émotionnel aussi parce que de voir des femmes s'exprimer sur des questions de viol, sur des questions de torture, c'est aussi c'est très intense à écouter. Et puis une forme de saisissement intellectuel parce que donc suite à cette première audition de témoin, en fait, j'ai voulu tout suivre et j'ai tout suivi et il y a eu quelque chose de totalement obsessionnel en fait, c'est-à-dire que je pouvais pas, même quand je regardais pas ce qui se passait au tribunal ouïghour, je l'avais toujours en tête et ça c'est assez étonnant d'avoir l'impression d'être complètement habité par tout d'un coup un événement. Ça m'a fait ça pour le cinéma, enfin c'est un peu ma posture générale, pas très exceptionnelle pour moi, mais quand même d'être face à un événement absolument monstrueux et un saisissement intellectuel parce qu'aussi en tant qu'historienne, quand on travaille avec l'archive coloniale sur des violences de masse, on a des blancs. Et travailler sur 1916, par exemple, en gros, je n'ai pas un témoignage de victime de la répression militaire qui a œuvré à exterminer environ 80% des populations des berges du lac Issykoul, des populations kirghizes. Donc je suis obligée d'écrire une histoire, enfin c'est un peu l'équivalent d'un puzzle de 3000 pièces où en fait la partie centrale, j'ai aucune pièce. Et il faut quand même que j'écrive cette histoire. Or là, le tribunal ouïghour, c'était le puzzle de 3000 pièces quasi complet. Et j'ai vraiment été saisie par ça. Par l'intégrité en fait et par ce qui se passait comme production de savoir aussi, comme expertise en droit sur un crime en train de se faire, en train de se produire, et puis sur la production d'un savoir aussi, mais d'un savoir en train de se faire que j'avais sous les yeux et j'étais vraiment complètement sidérée en fait par ça, sachant que travaillant sur l'Asie centrale et sur 1916, j'ai aussi essayé de travailler sur les routes de l'exil. Parce qu'une partie des populations kazakhs et kirghizes fuient en 1916, fuient la réquisition pour le travail. En fait, elles ne se révoltent pas, c'est l'exit un peu, elles fuient. Donc elles ne se révoltent pas directement contre le pouvoir impérial, mais elles choisissent de partir. Et donc j'avais beaucoup travaillé sur ces routes de l'exil, puisque c'est une zone de haute montagne, donc en fait il y a très peu de points de passage, c'est une logique de col, etc. Et de populations qui fuyaient donc vers Khoudja, vers Hotan, vers Kashgar. J'ai aussi travaillé sur les archives du consul de Kashgar, donc qui était en Ouzbékistan. Donc il y a eu un sentiment à la fois donc de saisissement émotionnel, de familiarité avec la zone parce que j'avais travaillé dessus, et puis de familiarité avec la violence de masse et de saisissement intellectuel, de voir qu'en fait on sait tout, on peut mais vraiment faire un panorama complet du déploiement de cette violence génocide. Et c'est très très saisissant d'avoir autant d'éléments pour comprendre la nature d'un crime, je trouve. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler sur le tribunal ouïghour. Et puis il y a aussi tout l'engagement humaniste en termes de défense des droits humains qui m'a semblé très important. Donc j'y suis allée en septembre en fait. J'ai pu rencontrer les gens. Ce qui était aussi important parce que quand on regarde
les audiences du tribunal de juin, on est face à une espèce de montagne d'horreur et on ne voit pas l'aspect quand même humain derrière et l'engagement des gens qui travaillent pour faire le jour. Mais voilà. Donc je travaille maintenant sur le tribunal ouïghour, effectivement. Et sur les questions donc, de génocide, crimes contre l'humanité et torture qui ont été retenues par le tribunal. Et donc je m'intéresse vraiment sur la façon dont ils en sont arrivés à ces conclusions. Et je suis obligée aussi, en quelque sorte, de faire quelques armes en droit international, ou en droit, ce qui pour moi a été assez éloigné de mes préoccupations et qui est aussi un champ absolument énorme de savoir. Mais il y a bon, voilà, un côté découverte d'un nouvel objet aussi qui est intéressant, qui est passionnant. En fait. Vous avez en partie répondu à ma prochaine question, mais pour compléter, je vous la pose quand même. Donc vous avez assisté au jugement de ce tribunal ouïghour, lequel a reconnu la Chine coupable du crime de génocide, entre autres, comme vous l'avez dit. Mais ce tribunal n'est pas une autorité judiciaire formelle et la Chine est évidemment absente de ce procès. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce tribunal, notamment son fonctionnement, ses enjeux Oui, en fait, je crois que bon, c'est pas une juridiction reconnue d'un point de vue international, mais c'est pas l'objet, c'est-à-dire c'est pas un procès en fait. Le tribunal ouïghour n'est pas là pour faire le procès de la Chine en fait, ou de dignitaires chinois qui seraient considérés comme des génocidaires. Il est là pour faire le jour sur un crime et pour apporter une expertise en droit international. Donc en fait, cet objet, et c'est dit dans le jugement, c'est-à-dire de fill a gap of knowledge, vraiment. Et ça, je crois que là, cette question de la constitution d'un savoir et puis aussi d'une narration, en fait. C'est un narratif qui est important. Parce que il me semble qu'avant le tribunal ouïghour, on avait, comme j'ai dit tout à l'heure, une vision très fragmentée des crimes qui se passaient, et pas du tout la vision dans sa totalité. Or là, on a vraiment une vision absolument totale. Et puis, donc oui, j'ai essayé de comprendre un peu qui était derrière ce tribunal. Donc le tribunal est présidé par Sir Geoffrey Nice, qui est le procureur général du tribunal du procès Milosevic. Donc c'est pas rien. Il est aussi, le tribunal fonctionne en tandem avec Hamid Sabi, qui est aussi un avocat d'affaires, qui a été très impliqué dans différents tribunaux d'opinion, ce qu'ils appellent People's Tribunal plutôt, et qui en fait répond à une attente de devoir citoyen, puisque les États sont défaillants à s'intéresser vraiment concrètement à ce qui se passe en Chine. En fait, ça relève du devoir citoyen, et ce tribunal est c'est vrai qu'en français, j'utilise plutôt le terme de tribunal citoyen parce que je pense que il répond peut-être davantage à l'idée que je m'en fais. On peut parler de tribunal de conscience aussi. Bon, les Anglais parlent systématiquement de People's Tribunal, tribunal populaire peut-être. Et donc cet engagement citoyen, il est très très fort dans le tribunal. Il est répété à plusieurs reprises de public duty, de performance d'un devoir public citoyen, alors que les États sont défaillants et que la Chine ne peut pas être traduite devant des juridictions déjà existantes. Donc en fait, il vient aussi combler un gap, enfin un vide dans le panorama du droit international. Et il y a aussi, en fait, si je peux rebondir sans question, mais la question du totalitarisme qui revient. Et je crois que là aussi, il y a une familiarité où quand je voyais le fonctionnement de l'État chinois en région ouïghour par rapport à ces populations, enfin, j'ai été vraiment très, très marquée par à mon avis, la question du totalitarisme qui pourrait revenir à l'ordre du jour comme science sociale, en fait, et pas comme comment dire, une lecture politique
de ce qui se passe. Pour pouvoir qualifier un crime de crime de génocide, l'acte en question doit être compris comme un acte commis dans l'intention de détruire la totalité ou une partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et il y a donc au centre de cette définition un aspect d'intentionnalité. Sur quelle base le tribunal a pu statuer, et sachant que c'est un des aspects les plus durs à prouver, comment a-t-il pu prouver cet aspect d'intentionnalité? Oui, alors je vous invite à regarder le site du tribunal, parce qu'il y a toutes les dépositions des témoins en ouïghour et en anglais. Vous avez accès à l'ensemble des audiences sur la chaîne YouTube, et vous avez accès aussi au texte du jugement, dont les annexes sont en préparation. Donc il y a encore tout un travail sur les sources très précises, mais en fait les sources, on les a dans l'enregistrement des audiences. Donc vraiment, je vous invite à vous emparer de cette matière. Le tribunal est un tribunal citoyen fait par des citoyens quasiment non rémunérés pour des citoyens. Donc c'est, à mon avis, à nous, en tant que citoyens, de s'emparer de cette question et de prendre la mesure de ce qui se passe. Et donc ce tribunal a considéré que la Chine commettait un génocide en vertu donc, de l'article 2D, entrave aux naissances, de la Convention de 48. Ce qui est, à ma connaissance et à la connaissance en fait, de l'ensemble des membres du tribunal, la première fois, c'est-à-dire qu'en général, le génocide est attesté par rapport à l'article A, qui est le meurtre de masse intentionnel. Donc le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, le génocide des Juifs, les Arméniens. Donc ça, c'est des génocides qui reposent sur l'extermination de masse et le meurtre de masse. Or là, donc c'est un article, l'article 2D de la Convention, qui est lié à l'entrave aux naissances. L'entrave aux naissances a été prouvée en fait comme étant, et toute la politique des naissances en Chine a été prouvée comme une destruction biologique d'une partie substantielle d'un groupe visé en tant que tel, et que l'intentionnalité a été déterminée selon un plan général de l'État chinois, des plus hautes instances du pouvoir aux plus basses instances de pouvoir en région ouïghour. Et là, je vous renvoie encore au texte du jugement, parce que il a analysé des discours, il a analysé, ont été analysés par un certain nombre d'experts, des discours politiques, la mise en œuvre des politiques de contrôle des naissances, la question de la stérilisation, la question du transfert parents-enfants, c'est-à-dire environ 800 000 enfants ouïghours ont été retirés de leur famille, ce qui est aussi un critère de génocide. C'est le dernier alinéa, le E, mais qui n'a pas été retenu par le tribunal. Bon, il y a un certain nombre en fait, d'éléments qui permettent de prouver cette intentionnalité. Effectivement, l'intentionnalité est fondamentale dans le crime de génocide, et elle est parfois elle est parfois compliquée à prouver. Mais là, ça a été prouvé par le tribunal, qui, je le rappelle peut-être, a auditionné environ 70 témoins, une trentaine de témoins des faits, notamment une quinzaine d'anciens détenus ou anciennes détenues, qui ont expliqué la façon dont ils avaient survécu aux conditions d'internement, et puis environ 40 experts témoins, qui sont souvent des témoins de contexte, donc des chercheurs en sciences sociales, ou des experts en droit notamment, qui ont témoigné. Voilà, donc le travail du tribunal est excessivement sérieux et repose sur des expertises qui ne sont pas que les expertises des membres du tribunal, mais sur une masse absolument faramineuse de documents, de témoignages, et notamment des documents qu'on appelle les Xinjiang Papers, sont des documents qui ont d'abord fuité en 2019. Ça a été révélé par le New York Times. Puis ces documents ont été remis de façon anonyme en septembre au tribunal, et ils ont été analysés sur le fond et sur la forme. Cette analyse a fait l'objet d'une session supplémentaire, une audience supplémentaire,
en novembre 2021. Les documents donc, ont été analysés par Adrian Zenz avec une contre-expertise. Donc c'est vraiment une méthode de sciences sociales, quoi. Enfin, ça m'a semblé. Donc une contre-expertise avec 2 chercheurs, un docteur David Tobin et un professeur James Millward, pour attester que Adrian Zenz avait bien analysé et authentifié les documents. Donc voilà, ça c'est, enfin, me semble-t-il, des méthodes aussi de sciences sociales, d'expertise par les pairs de la production d'un savoir. Vous avez beaucoup travaillé dans votre carrière sur la question des violences de masse. Et puis, vous travaillez aujourd'hui sur le tribunal ouïghour, qui est beaucoup plus concret. Vous avez assisté à des séances, des témoignages, vous avez été confronté à la réalité de ces violences de masse. En quoi le fait d'avoir assisté à ce tribunal vous a fait revoir votre manière de considérer les violences de masse dans vos précédentes recherches, et inversement peut-être comment vos précédentes recherches ont éclairé votre façon de voir le tribunal ouïghour aujourd'hui? Alors, je vais commencer par la deuxième partie. Ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que quand on travaille avec l'archive, et notamment l'archive coloniale, on a une documentation qui est parcellaire et que est nécessaire pour produire une histoire, soit un travail collectif, soit un travail de très très long terme. Et qu'il y a toute une question de sédimentation du savoir et d'un savoir collectif qui prend énormément de temps. Et quand j'ai écouté les audiences du tribunal ouïghour, c'est vrai que j'ai été saisie, j'étais un peu en alerte parce que j'avais l'impression que finalement personne ne se rendait compte, c'est peut-être un leurre complet, mais à quel point on avait ce panorama complet. Et ça, je pense que c'est mon regard d'historienne qui fait que j'étais un petit peu en alerte sur cette production de savoir et cette, en fait, présentation de preuves. Peut-être que pour des historiens qui travaillent sur des événements plus récents, peut-être n'aurait-il pas eu la même réaction. Mais si je prends par exemple le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est aussi une histoire, d'abord c'est une histoire sur un événement clos, mais qui a mis énormément de temps à être produit pour comprendre en fait toutes les logiques d'État, et puis d'aborder aussi la question des victimes, parce que c'est ça qui est très très importante. Donc ça c'est en partie pour répondre à la deuxième partie de votre question. La première étant, est-ce que vous pouvez juste me le... La première c'était à l'inverse, comment le fait que vous ayez assisté aux séances vous a fait revoir la manière dont vous avez considéré auparavant les violences de masse dans vos travaux précédents? Bah, en fait, ce qui est très fort, c'est de voir, je crois, que pendant les audiences, la violence de masse, elle s'incarne en un individu qui va représenter l'ensemble de l'horreur de cette politique génocide. Parce que ça, on n'a pas ça quand on travaille sur les archives, je crois, ou pas de façon si immédiate, et que venant donc soit de l'histoire coloniale et puis ayant été formé à l'histoire soviétique qui est évidemment très politisée, qui a un rapport à la violence peut-être parfois un peu fonctionnaliste, très vite on a l'impression que la violence est un moteur de l'histoire, est un moteur de changement social, et que très vite on apprécie, on appréhende la violence dans ce qu'elle produit de nouveau, sans voir peut-être, enfin en tout cas c'est mon cas, mais à quel point la violence est une destruction, et cette destruction à l'origine c'est la cruauté. Je crois qu'il y a un élément de cruauté que moi je percevais pas à ce point-là, ou alors je la percevais mais elle n'était pas suffisamment incarnée par un individu. Par exemple, si on prend les archives du consul de Kashgar, en fait, donc le consul de Kashgar va recueillir des femmes, mais des femmes russes, qui ont été violées pendant les révoltes. Et en fait, les dépositions de ces femmes, c'est en gros 15 lignes pour expliquer un viol. Donc de quoi elles ont été victimes, comment ça s'est passé. Et le dernier mot, en fait, c'est est-ce qu'elles sont
alphabètes? Est-ce que c'est elles qui ont écrit? Ou est-ce qu'au contraire, elles sont analphabètes? Donc on a ce récit de viol qui se termine généralement par analphabète. Et c'est quelque chose, alors qui est saisissant, mais de façon différente. Et quand on écoute les audiences du tribunal, on a et notamment les témoins et les anciennes détenues qui elles-mêmes ont été violées et qui témoignent avec beaucoup de force des viols qu'elles ont subis. Il y a quelque chose d'excessivement sensible, je dirais, et complet et total. C'est-à-dire cette violence totale et cette violence génocide, elle s'incarne en un individu qui nous explique quasiment en face à face ce qu'elle a vécu. Donc ça, effectivement, en histoire, on n'a pas ce rapport de face à face si vif, en fait. Voilà ce que je peux dire peut-être pour... c'est quelque chose que j'ai encore du mal à appréhender parce que c'est très nouveau, et puis il y a eu en fait quelque chose un peu de l'ordre du choc émotionnel d'entendre l'ensemble de ces atrocités. Et notamment pour un papier que j'avais écrit, le premier papier que j'ai écrit sur le tribunal ouïghour, où j'avais aussi besoin d'écrire parce que j'avais été, je sais pas, pendant 15 jours, 3 semaines à écouter non-stop des audiences de torture, de viol, de prélèvement forcé d'organes, en fait, et d'être face à quelque chose une montagne d'atrocités. Oui, donc pour écrire ce premier papier pour AOC, en fait, j'ai écouté non-stop, en plus avec cette obsession, les audiences, et je me suis retrouvée dans un état émotionnel un peu compliqué, ce que j'ai jamais eu face à l'archive, mais que j'avais déjà senti en rencontrant des rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda, où quand on est face à cette violence extrême, à cette violence vraiment extrême de masse, incarnée en un individu, on passe dans une autre dimension de l'émotion et de la cognition aussi, je dirais. Enfin, il y a quelque chose mais que je peux pas encore expliquer très précisément parce que c'est un peu en cours, et donc il me faut du temps pour essayer aussi de comprendre ça et de le formaliser par des mots. Merci. Merci à vous. Et merci pour toutes vos réponses riches et très intéressantes à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous.